Bonjour. Accord le week-end dernier entre les Européens et David Cameron. Le Premier ministre anglais annonce d'un référendum sur le Brexit pour le 13 juin. Nous avons une actualité copieuse à commenter que nous allons essayer d'éclairer avec vous. Bonjour Bernard Monod. Bonjour. Vous êtes député français au Parlement européen. Exactement. Alors, il a obtenu quoi le Premier ministre britannique ? En fait, pas grand-chose, parce que la Grande-Bretagne avait déjà beaucoup d'éléments de leur souveraineté, et en fait, ils avaient un statut totalement à part, En quoi voire un statut, je dirais, dérogatoire. En quoi était-il à part dérogatoire pardon Bien, en fait, le Royaume-Uni, depuis de longue date, en fait, déjà du temps de Madame Thatcher, avait obtenu des exemptions d'appartenance à l'Union européenne, et donc ils avaient un pied dehors et un pied dedans. Alors c'est quoi pour les Britanniques leur vision de l'Europe ? Leur vision de l'Europe, c'est en fait contre le principe même de supranationalité. Ils sont très attachés au principe de souveraineté. Et d'ailleurs, quelque part, les Britanniques sont des sujets de leur gracieuse majesté, Avant tout. qui elle-même est souveraine. C'était aussi la position de la France. Ça l'était dans l'histoire, sous le général de Gaulle, effectivement. Il avait une certaine idée de la France et bien entendu, elle ne pouvait pas se passer des grandes souverainetés nationales. C'était l'idée directrice au moment de la création des institutions européennes. Et puis, Exactement, dans les années 80, Jacques Delors et François Mitterrand, tout doucement, ont laissé glisser le processus et nous avons commencé à abandonner nos souverainetés les unes après les autres. La dernière étant, l'année dernière, le contrôle de notre système bancaire. Et donc, les traités ont fini de confirmer ça, du temps de Maastricht en 92, puis en 2008 avec le traité de Lisbonne. et aujourd'hui, la Grande-Bretagne réaffirme clairement sa souveraineté. La Grande-Bretagne réaffirme que c'est une puissance libre et indépendante qui veut bien faire partie d'un ensemble européen, mais je crois que comme le disait le Premier ministre pendant la guerre, Winston Churchill, exactement, il disait effectivement qu'entre l'Europe et le grand large, le Royaume-Uni choisira toujours le grand large. Voilà. Aujourd'hui, ils ont fixé les limites à ne pas dépasser. Il y avait des choses qu'ils avaient déjà obtenues dans leur statut à part. Ah, rappelez-moi si je me souviens bien, c'était quoi ? C'était l'euro déjà ? Alors, l'euro, contre l'espace Schengen, donc ça c'est non négociable en ce qui les concerne. Et là, ils Pour ont eux, demandé il y a des nouvelles limites. C'est ça. Bah, non, déjà à l'époque, ce qui est sacré pour eux, c'est la monnaie nationale. Donc le Royaume-Uni, je le rappelle, ont la livre sterling, ils ont leur banque centrale, la Banque d'Angleterre, ainsi que le contrôle de leurs frontières, puisqu'ils sont hors de Schengen. Alors, c'était quoi les nouvelles demandes là ? Alors les nouvelles demandes portaient plutôt sur la primauté de leur législation sur le droit européen, sur le système national de protection sociale pour lequel ils sont très attachés, la souveraineté budgétaire, bien entendu, ça c'est incontournable, et donc le contrôle migratoire, on voit qu'ils ont obtenu une avancée de ce côté-là. La Grande-Bretagne obtient aujourd'hui une position très originale en Europe. Ah, un statut tout à fait spécial. On peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Europe à la carte, avec une Europe à deux vitesses, celle de l'Europe continentale et de l'Europe insulaire, avec le Royaume-Uni. J'entends bien pour vous, c'est des renoncements provisoires ou des renoncements définitifs ? Si M. Cameron fait ça, c'est effectivement pour avoir des positionnements définitifs de la part de l'Union européenne. Et donc, voilà, c'est sortir un petit peu de ce processus d'intégration perpétuelle et d'élargissement perpétuel. Oui, cette union toujours plus étroite qui est inscrite dans les traités. C'est ça. Si je ne me trompe pas, ce qui se passe en ce moment, ça rejoint vos positions, vous au Front National. Au Front National, on applaudit dès demain. M. Cameron nous ouvre la voie donc d'une Europe dans laquelle on peut négocier son appartenance. On nous a pourtant expliqué que ce n'était pas possible, alors que là, effectivement, M. Cameron nous a prouvé le contraire. Donc, dans ces souverainetés sanctuarisées, aujourd'hui, sur le plan de la méthode, des spécialistes du droit, ce week-end, s'étonnent de ce compromis, le compromis de ce week-end. Alors, c'est quoi le problème ? J'ai effectivement lu un excellent article dans la Tribune de M. Yves Petit, que je crois que c'est un professeur de droit public, qui souligne en fait le fait que pour appartenir à l'Union européenne, et qu'il est impossible en fait de remodifier ces traités en dehors d'une négociation et de réviser donc le traité. On Et en en a fait, pris à lui son a aise. démontré, en tant que juriste, a démontré que finalement, ils ne se sont pas embarrassés des traités, qu'ils ont négocié, comme on le disait précédemment, sans mandat et sans accord. Ils en ont pris à leur aise pour aboutir à tout prix ?
Absolument. Il fallait aboutir. Absolument. Et ils ont profité de l'urgence en plus, puisque M. Cameron avait fixé aussi une date précise, je pense, pour un référendum qui est annoncé, je crois, pour le 23 juin prochain. Alors, les chefs d'État, les parlements nationaux, dans cette négociation, ne sont pas associés. Oui, en fait, les chefs d'État ont été écartés, même si on les a fait venir en fin de sommet européen le 18 et 19 février dernier. Et donc, les négociateurs n'avaient pas de mandat de la part des États membres. Les négociateurs n'étaient pas légitimes. Non, tout à fait. Messieurs Juncker, messieurs Tusk, monsieur Schulz ont négocié sans aval officiel pour le faire. Mais ce n'est pas leur rôle. Non, ce n'est pas leur rôle. Ce sont des exécutifs qui sont chargés justement d'appliquer les règles de l'Union européenne, mais non pas de les écrire sur un coin de table entre eux dans le cadre d'un comité. Mais c'est assez drôle votre histoire, parce que si je comprends bien, c'est en violant quelque part les souverainetés des autres États qu'on offre des garanties à la souveraineté britannique. En quelque sorte. On déshabille Pierre pour habiller Paul, et on le fait bien entendu dans le dos des peuples et des États membres. Et ça a un avantage pour la France, à votre avis? Ah oui, tout à fait. C'est en train de démontrer en fait que quand nous, au Front National, nous disions que nous allions renégocier, gagner des marges de manœuvre sur nos souverainetés nationales, on nous expliquait que c'était impossible. Or là, effectivement, M. Cameron nous démontre le contraire, et que quand il y a urgence, là, on veut bien se mettre autour de la table pour éviter l'implosion de l'Union européenne. Alors impossible n'est pas français, et là, en l'occurrence, n'est pas anglais non plus. C'est ça. Et en fait, un coup de baguette magique, et puis hop, on peut s'abstraire, si vous voulez, des règlements et des traités. Pour Cameron, à l'intérieur de la Grande-Bretagne, c'est de la politique politicienne aussi. Oui, totalement. Pour moi, c'est du marketing politique, parce qu'il y a une opposition très forte de la part du UKIP avec son président, M. Nigel Farage, qui est notre collègue ici à l'Union européenne, et qui met une pression très importante, puis les autres opposants aussi. Et la montée de l'euroscepticisme, les sondages d'ailleurs le prouvent, est très important au Royaume-Uni, et donc je pense qu'il a voulu faire un espèce de contrepoids politique. Sur le fond, la souveraineté, pour vous, c'est le point fondamental, on l'a compris. Et vous avez réaffirmé récemment les conditions de cette souveraineté. Vous pouvez nous rappeler quoi consiste la souveraineté non négociable? Absolument. Donc il y a 5 souverainetés fondamentales en ce qui nous concerne au Front National pour la France. C'est les frontières contrôlant bien entendu le territoire et les flux de population entrant et sortant, la législation nationale au-dessus du droit européen, la monnaie nationale adaptée à son économie réelle et productive, son budget soumis aux élus nationaux et non pas, bien entendu, à une institution supranationale, comme c'est le cas à l'heure actuelle, et la politique économique, bancaire et financière nationale. Mais alors, Monsieur Monod, l'Europe devient quoi dans votre cadre ? Ce qu'elle était avant l'Union européenne, c'est-à-dire une Europe coopérative avec des États membres qui ont des projets communs, qui notamment ont développé bien avant l'Union européenne des grands projets comme Airbus, comme TGV, comme Ariane Espace. Oui. Ce sont des succès européens, mais pas de l'Union européenne. Ces succès, effectivement remarquables, pour vous, montrent la voie à suivre? Absolument. La coopération internationale entre les grandes nations. Je pensais aussi, par exemple, dans les années 60, au projet Concorde entre le Royaume-Uni et la France, justement, qui a été un magnifique succès technologique, un peu moins commercial pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ça a démontré notre capacité d'avoir une Europe qui fonctionne hors d'une institution supranationale. Alors cette Europe qui gagne, pour vous, les institutions européennes ne peuvent pas le faire, ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. D'abord, ils ne savent pas ce que c'est que créer de la richesse, créer de la valeur, parce que la plupart des gens qui sont élus et qui sont fonctionnaires, je dirais, dans cette institution, n'ont jamais été dans une entreprise, n'ont jamais produit, n'ont jamais créé de la richesse. Donc, si vous voulez, l'important là, si vous voulez, c'est de ne pas tomber dans le travers dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire s'occuper de tout, se mêler de tout, y compris hors de l'Union européenne, avec les ingérences dans les autres pays. Et puis là, les projets de loi qu'on nous propose, c'est quoi? C'est la courbure des bananes, c'est la hauteur des escabeaux dans les vergers. Vous me racontiez des choses invraisemblables. C'est du grand n'importe quoi. Alors pour vous, le travail normal des institutions, c'est quoi l'objectif primordial aujourd'hui?
Pour nous, c'est l'emploi, 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 la prospérité des peuples, la richesse économique, et qu'elle reste bien entendu dans les nations qui ont produit. Ce n'est pas en fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que la création de richesse est en train de se déverser au niveau mondial, et nous voulons arrêter cette hémorragie de richesse et reprendre le contrôle, bien entendu, pour rendre la prospérité et donc l'emploi au niveau national. Mais quand on fait ce patriotisme économique, c'est pour tous les pays. La patrie, c'est pour tous les pays. J'entends bien. Alors, dans ce référendum, dans le référendum pour ou contre le Brexit, quelle va être votre position? Vous allez soutenir le Brexit? Bien entendu, nous, c'est notre exemple en France, donc on va le soutenir, bien entendu, pour les autres. Malgré qu'on laisse bien entendu le choix au peuple britannique de se décider pour leur propre destin, et bien entendu on les soutiendra dans le Brexit, dans la sortie donc, de l'Union européenne, du Royaume-Uni de l'Union européenne. J'entends bien. On change et bien entendu, on prendra exactement le même exemple avec un Franxit, donc la sortie de la France de l'Union européenne, que soutiendra bien entendu Marine Le Pen dans sa campagne présidentielle. Ce qui était impossible hier, les Britanniques sont en train de montrer que c'est possible Exactement. demain, y compris pour la France. Pour ça, on les remercie. On change de sujet sans en changer vraiment. Il y a des conséquences immédiates à cet accord. En 48 heures, d'un seul coup, après l'accord, les joueurs sont en train de poser leurs pions. Exactement, c'est très étonnant. Il y a 2 jours, 48 heures après effectivement cet accord, nous apprenons que l'Allemagne et donc le Royaume-Uni annoncent la fusion de leurs bourses respectives, donc la bourse de Francfort et la bourse de Londres, donc la London Stock Exchange, qui fusionnerait dans une nouvelle entité, un nouvel ensemble, et dont le siège serait basé à Londres. Donc ça veut dire que la bourse allemande irait s'installer à Londres, avec quand même un patron allemand, d'après ce que nous avons lu comme information. Donc c'est très significatif ça. Ça veut dire que les Allemands ont pris conscience que leur économie et leurs finances, en restant dans la zone euro, vont souffrir de la position, bien entendu, de la zone euro, de l'euro, et bien entendu de s'en extraire pour aller se réfugier au Royaume-Uni. Donc c'est très significatif. Pas de régulation bancaire pour la City et désormais pour ce conglomérat. Voilà, et de l'autre côté, malgré tout, il reste dans l'Union européenne. Absolument. Le Royaume-Uni avait, de par sa position, refusé les principes de réglementation financière qui s'appliquent bien entendu à tous les autres États membres et de la zone euro, mais pas à eux. Et donc, voilà, ils auront le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre, exactement. Et si vous voulez, nous, ce que nous allons subir en France et dans les autres pays la question, c'est le rôle de la place de Paris dans tout ça. Conséquence, c'est que probablement dans les années à venir, si la France ne sort pas de l'Union européenne, nous allons être les parents pauvres de l'Union européenne, puisque probablement nos grandes banques françaises iront se délocaliser à la City de Londres pour pouvoir survivre elles-mêmes et rester dans la compétition mondiale de la finance. Un grand monopoly des places boursières. Et la bourse de Paris, pourtant, on l'a acheté, revendu, fusionné. On nous avait promis un avenir radieux. Un psychodrame. On nous avait vendu à l'époque de la Corbeille la bourse de Paris, puis la bourse pan-européenne avec Euronext. Ça fait bien d'afficher Euro. Je me souviens très bien. C'était dans le début des années 2000. Et puis en définitive, Euronext a été racheté par la bourse américaine, la bourse de New York, le New York Stock Exchange. Et depuis, il a été revendu, bien entendu, avec quelques pertes au passage en termes de capitalisation boursière pour la place de Paris. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve le dernier propriétaire, la bourse de Chicago, a dit à un moment donné, ça ne m'intéresse plus, la bourse de Paris, je m'en débarrasse. Oui, c'est ça, ils s'en sont débarrassés pour revenir à nouveau en Europe. Donc ce Euronext réduit, light, on va dire, et qui aujourd'hui subit cette concurrence. Cette cascade. Cette concurrence de la part de la place financière de Londres. Des responsables Des responsables, à l'époque, c'était M. Chirac et puis ensuite M. Sarkozy. Toujours les mêmes qui nous ont appauvris et menés à la ruine. C'est la faute à pas de chance. En tout ça, c'est ce qu'ils disent. Donc, si vous voulez, la solution, c'est d'appliquer le Franxit. Voilà, le Royaume-Uni nous montre l'exemple avec le Brexit. Il faut qu'on aille dans la même voie. Il faut récupérer toutes nos souverainetés pour rester dans la concurrence et la compétition mondiale, pour que la France reste une grande puissance économique. Sinon, nous disparaîtrons.
J'entends bien. Le Brexit s'annonce comme un feuilleton et nous allons suivre dans les mois qui viennent les nombreux épisodes. Nous nous retrouvons avec vous, Bernard Monod, député français au Parlement européen. Nous retrouvons pour notre rendez-vous traditionnel au mois de mars. Avec plaisir. Je vous remercie.